Il y a seulement quelques mois, les Ukrainiens ont utilisé un brise-bunker pour éliminer le quartier général russe. Ensuite, ils ont utilisé des missiles brise-bunkers pour éliminer les commandants nord-coréens et russes à Kursk. Ils étaient en fait si efficaces que l'Ukraine a commencé à les mettre aussi sur des drones. En fait, ils ont été si efficaces que la Russie a été contrainte de changer cette stratégie en matière de stockage d'armes et de quartiers généraux. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai nul autre que Chuck Farrer pour tout nous expliquer. Pourquoi les bunker busters sont si efficaces, comment l'Ukraine les utilise et comment la Russie essaie de se protéger contre ces frappes. Dans le creuset de la guerre de l'Ukraine contre l'invasion russe, les munitions guidées de précision sont apparues comme un élément perturbateur, nivelant le terrain de jeu contre un ennemi numériquement supérieur qui s'appuie fortement sur des positions fortifiées, des dépôts de munitions durcis et des centres de commandement souterrains. Je suis l'ancien chef d'escadron de l'équipe SEAL 6, Chuck Farrer, et je m'apprête à vous informer sur les armes bunker buster de l'Ukraine. Alors, attachez vos ceintures, nous allons en zone de combat. Les bombes Bunker Buster, conçues pour pénétrer le béton armé, la terre et l'acier avant de libérer des charges explosives, sont devenues un outil essentiel pour l'armée de l'air ukrainienne. Alors que le conflit entre dans sa 3e année, l'arsenal de Kiev a été renforcé par un assortiment de munitions fournies par l'Occident, allant de solutions prêtes à l'emploi à des systèmes hautement modifiés, équipés de fusibles spécialisés. Aujourd'hui, nous allons examiner ces armes dans un ordre approximativement croissant de capacité. De la modeste JDAM à la dévastatrice Storm Shadow et SCALP, mettant en lumière leurs spécifications, modifications et déploiements réels contre des cibles russes. La munition d'attaque directe conjointe J Surface to Air Missile marque le point d'entrée dans la boîte à outils de destruction de bunkers de l'Ukraine. Développée par Boeing pour l'armée de l'air et la marine américaine, la J Surface to Air Missile n'est pas une bombe autonome, mais un kit de guidage monté sur la queue qui transforme les bombes stupides non guidées, allant de 500 à 2000 livres, en munitions intelligentes guidées par Global Positioning System et inertielles, utilisables par tous les temps. Avec une portée standard de 15 miles, soit 28 km, et une précision de 16 pieds, soit 5 mètres, la JDAM offre à l'Ukraine une solution rentable et prête à l'emploi pour frapper des cibles fixes avec précision. Sa simplicité et sa force. Un kit à boulonner compatible avec les bombes existantes Mark 84, Mark 83 ou Mark 82. Il transforme les stocks obsolètes en armes modernes. Pour les besoins de la destruction de bunkers, le kit JDAM se marie efficacement avec la tête militaire Blue 109, un pénétrateur de 2000 livres, soit 910 kg, qui contient 550 livres, soit 250 kg, d'explosifs trinodal. Le boîtier en acier du Blue 109 est épais d'1 pouce et durci pour résister à l'impact initial. Il est conçu pour percer les abris en béton avant que le détonateur de queue fuse munition Uni 143 ne déclenche une détonation opportune. Bien que le JDAM standard manque de la portée étendue ou de la pénétration avancée de systèmes plus spécialisés, son adaptabilité en fait un atout vital pour une force aérienne fonctionnant avec des moyens limités. En Ukraine, les MiG-29 et Sukhoi 27, des jets de l'ère soviétique, doivent être réaménagés pour transporter des munitions de l'OTAN. Ces avions ont été observés déployant des JDAM de 500 livres, probablement la variante Guided Bomb Unit 38 contre les positions russes. Une frappe notable a eu lieu le 26 avril 2023 à Bakhmut, où 4 JDAM de 500 livres ont anéanti un immeuble de grande hauteur dans le secteur contrôlé par les Russes. L'armée de l'air ukrainienne a utilisé une paire de MiG-29 pour lancer les bombes, une technique qui étend leur portée en les libérant à un angle ascendant lors d'un pop-up après une course à bas niveau. Des images de drones ont capturé les explosions, révélant des fusées d'impact plutôt que des détonateurs retardés, suggérant que la cible était un centre logistique ou un poste d'observation, plutôt qu'un bunker profondément enterré. Dans tous les cas, les coups étaient pile dans le mille. Cette frappe, bien que n'étant pas une mission classique de destruction de bunkers, a démontré la capacité du Joint Direct Attack Munition à perturber l'opération russe, même si sa configuration de base limite son efficacité contre les fortifications les plus profondes.
En s'appuyant sur les fondations du Joint Direct Attack Munition, la munition d'attaque directe conjointe à portée étendue, JDAMER, ajoute un kit d'aile dépliable qui triple sa portée à 45 miles, soit environ 72 km. Introduit en Ukraine au début de 2023 dans le cadre d'un paquet de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le JDAMER conserve les mêmes options de tête militaire, 500 livres, marque 82, 1000 livres, marque 83 ou les 2000 livres, marque 84 Bluecent 9. Mais sa capacité de planer permet aux pilotes ukrainiens de frapper à des distances plus sûres, hors de portée des défenses aériennes à courte portée russes comme le Pantsir 1 ou le Torem 2. Cette portée de mise à distance est une bouée de sauvetage pour une force aérienne confrontée à un dense réseau de systèmes surface-to-air missiles russes. Le potentiel de destruction de bunkers du JDAMER brille vraiment lorsqu'il est associé au Bluecent 9 et à des fusibles spécialisés comme le Fuse Munition Unit 14-3 qui peuvent être envoyés pour une détonation retardée après pénétration. En mai 2024, les États-Unis ont répondu au brouillage Global Positioning System russe, une menace omniprésente sur tout le front, en passant un contrat pour des chercheurs de brouillage Global Positioning System, intégrant la technologie anti-brouillage dans les kits Joint Direct Attack Munition Extended Range pour l'Ukraine. Ces bombes se dirigeaient en réalité vers les émetteurs de contre-mesures russes. Cette mise à niveau garantit que la bombe peut se verrouiller sur sa cible même dans des environnements électromagnétiques contestés. Une adaptation critique pour frapper les postes de commandement russes fortifiés au milieu de la domination de la guerre électronique de Moscou. Un exemple marquant du déploiement d'un JDAMER a eu lieu le 13 août 2024 lorsqu'un Sukhoi 27 ukrainien a largué un JDAMER de 1000 livres sur un poste de commandement russe à Tentkino, à Koursk. Cette vidéo montre la bombe, équipée d'une ogive Bluecent 10, qui est une version plus légère de la Bluecent 9, impactant avec une précision chirurgicale, réduisant l'installation fortifiée en gravier de route. Une autre frappe le 30 août 2024 a vu des MiG-25 lancer un JDAMER pour détruire des ponts à Koursk, démontrant leur polyvalence contre les infrastructures renforcées. Ces opérations mettent en évidence le rôle du JDAMER en tant que multiplicateur de force, offrant portée et précision dans un package prêt à l'emploi, amélioré par des modifications de fusibles pour des cibles spécifiques. Après beaucoup d'hésitations, l'Allemagne semble prête à livrer son missile Taurus 350 très performant, un missile de croisière lancé par avion développé conjointement avec la Suède. L'Ukraine a longtemps demandé ce système, bien qu'il n'ait pas encore été livré en mars 2025. Pesant plus de 3000 livres, soit 1400 kg, avec une ogive Mephisto de 1100 livres, soit 500 kg, le Taurus se vante d'une portée dépassant les 310 miles, soit 500 km. Il vole à des vitesses subsoniques, utilisant une navigation suivant le relief pour échapper à la détection. Sa tête d'arme en tandem, dotée d'une charge formée pour percer les défenses extérieures, est suivie d'un pénétrateur et peut percer 6 pieds de béton armé ou 20 pieds, soit 6 mètres, de terre, ce qui en fait un candidat de choix pour les cibles profondément enfouies. Le fusible intelligent et polyvalent du Taurus LAINFU est un système d'ogives qui comprend des fusibles programmables qui peuvent détonner à des profondeurs précises ou lorsqu'ils cherchent un vide. Une fonctionnalité adaptée pour les bunkers et les centres de commandement souterrains. Les missiles Taurus disponibles sur le marché sont déjà puissants, mais leur intégration dans les Sukhoi 24 ou Sukhoi 27 de l'Ukraine nécessiterait des améliorations avioniques significatives, un obstacle technique et politique qui a retardé la livraison en raison de la position prudente de Berlin. Une fois livrés, les Taurus pourraient viser des cibles stratégiques russes, telles que le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol ou des centres logistiques à Rostov, loin derrière le front. Pour l'instant, la mise en œuvre de Taurus reste une addition théorique à l'arsenal de Kiev. Son impact sur le champ de bataille n'est pas encore réalisé, mais est vivement anticipé. Le Storm Shadow britannique et le SCALPEG français sont essentiellement des missiles de croisière identiques produits par MBDA. Ils représentent un saut quantique dans la capacité de l'Ukraine à détruire des bunkers. Livrés en mai 2023, ces missiles de 1300 km et de 2800 livres transportent une ogive Broach de 992 livres conçue spécifiquement pour des cibles durcies.
La bombe Royal Ordnance Augmented Charge, Broach, utilise une charge précurseur pour percer le béton ou l'acier, suivi d'un explosif principal qui détonne à l'intérieur de la cible, maximisant la destruction interne. Avec une portée de 155 miles, soit 250 km, Storm Shadow et SCALP volent bas et vite, près de 0.8 Mach, en utilisant une navigation épousant le relief pour échapper au radar. Adaptés pour les bombardiers Sukhoi 24 de l'Ukraine, ces missiles ont été modifiés avec des fusibles spécialisés pour optimiser la pénétration, bien que les détails exacts restent classifiés. Leur baptême du feu a eu lieu le 12 mai 2023 lorsqu'une frappe Storm Shadow a touché une usine d'ingénierie russe dans le Luhansk occupé, visant un nœud de commandement et un dépôt de munitions adjacent. Les images de télégrammes à faible résolution révèlent une puissante explosion, suggérant un impact pénétrant en profondeur. Plus dramatiquement, le 20 novembre 2024, un Sukhoi 24 ukrainien a lancé 10 Storm Shadows sur une cible fortifiée à Marino, à Koursk, quelques jours seulement après l'approbation britannique et française pour des frappes à l'intérieur de la Russie. L'opération, potentiellement menée par 5 bombardiers, chacun livrant 2 missiles, visait un bunker de commandement profondément enterré avec la détonation à 2 étages des ogives de pénétration prouvant sa valeur. Ces frappes soulignent la capacité de Storm Shadow et SCALP à délivrer une précision dévastatrice à partir de distances de mise à distance, surpassant les variantes JDAM en termes de pénétration et de flexibilité opérationnelle. Le champion poids lourd au sommet de l'arsenal ukrainien de destruction de bunkers réside dans le Guided Bomb Unit 31V3, une variante de JDAM de 2000 livres équipée de l'ogive Bluecent 9 et d'options de fusibles avancées. Bien que la base JDAM soit polyvalente, le Guided Bomb Unit 31V3, souvent surnommé le Bunker Buster JDAM, est spécialement conçu pour des cibles durcies et profondément enfouies. Son pénétrateur Bluecent 9, avec une enveloppe d'acier de 25 mm d'épaisseur et 550 livres de trinitol, peut fracasser 6 pieds de béton armé ou plus, selon les réglages du fusible. Le détonateur fuse munitions unies 143 ou ses successeurs avancés, comme le détonateur de détection de vide pour cible dure, permettent une détonation programmable depuis le cockpit, déclenchant à l'intérieur de l'espace vide des bunkers pour un effet maximal. Cette adaptabilité en fait un marteau-pilon contre les positions fortifiées russes. Lorsqu'ils sont déployés, ces armes seraient probablement transportées par les Sukhoi 27 ou Sukhoi 24 de l'Ukraine, modifiées pour gérer sa longueur de 12 pieds et son envergure de 25 pouces. Un candidat plausible pour son utilisation, la frappe du 11 juin 2024 près de Shelburda, Kherson, où un JDAMER a détruit un poste de commandement russe et un dépôt de missiles. La nature fortifiée de la cible, les murs en béton armé et les chambres souterraines suggèrent un pénétrateur comme le Bluecent 9, amélioré par un fusible spécialiste pour un impact profond. Cette frappe consoliderait le Guided Bomb Unit 31V3 comme le meilleur destructeur de bunkers de l'Ukraine. De l'adaptable Joint Direct Attack Munitions au Guided Bomb Unit 31V3, l'arsenal de destruction de bunkers de l'Ukraine couvre un spectre de munitions disponibles et modifiées. Le JDAM et le JDAM Extended Range offrent une précision et portée. Taurus offre un potentiel non réalisé, Storm Shadow et SCALP assurent une pénétration éprouvée et le Guided Bomb Unit 31V3 se présente comme le marteau ultime contre les défenses les plus profondes de la Russie. Dans la guerre éprouvante de l'Ukraine contre la Russie, les brise-bunkers fournis par l'OTAN, des munitions de précision, sont devenus l'arme de prédilection de Kiev contre les nœuds de commandement et de contrôle fortifiés de Moscou. L'armée russe repose sur une structure de commandement rigide, du haut vers le bas et micro-gestionnaire, avec des bunkers renforcés et des quartiers généraux souterrains coordonnant tout, des barrages d'artillerie au déploiement au niveau des escouades. Enlever ces centres nerveux et l'ours trébuche. L'ordination vacille, les ordres tardent, le chaos s'installe. C'est là que les brise-bunkers brillent, pénétrant le béton et l'acier pour livrer des charges explosives en profondeur à l'intérieur. Prenez la frappe de Storm Shadow en novembre 2024 sur Marino. 10 missiles lancés depuis des Sukhoi 24 ukrainiens vont anéantir un poste de commandement russe, décapitant les opérations russes locales.
ou le coup de juin 2024 près de Chelburda où un Guided Bomb Unit 3-1V3 suspecté a transformé un dépôt de missiles et un quartier général en sable. Les frappes de précision sur les nœuds de commandement et de contrôle russes ne tuent pas seulement les commandants, elles coupent les communications, aveuglent les capteurs et paralysent la prise de décision. Le résultat? Les unités russes coupées et confuses peuvent devenir la proie des forces terrestres agiles de l'Ukraine qui exploitent les lacunes avec des contre-attaques dévastatrices. Les bunkerbusters de l'OTAN ne sont pas seulement des armes, ce sont des facilitateurs tactiques, donnant à Kiev l'avantage de démanteler la machine de guerre de Moscou, un bunker détruit à la fois. Chaque arme, standard ou modifiée, a laissé son empreinte sur le champ de bataille. Bakhmut, Tetkino, Kursk et au-delà prouvent que l'Ukraine peut frapper profondément et durement, même contre un ennemi retranché. Alors que la guerre évolue, ces outils resteront le tranchant le plus affûté de Kiev, démantelant l'emprise fortifiée de la Russie, transformant les bunkers de Moscou en tombes pour ses ambitions. Maintenant, avant de continuer, nous avons récemment dépassé le 1 million d'abonnés. Depuis lors, nous avons été inondés d'emails nous posant des questions et demandant des conseils sur la croissance d'une chaîne YouTube sans visage. Même si je fais de mon mieux pour répondre à chaque email, parfois cela prend trop de mon temps ou ils posent la même question que j'ai déjà répondu auparavant. C'est pourquoi j'ai décidé de regrouper tous mes conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement totalement gratuit. Il est clair que cette guerre ne se passe pas bien pour la Russie. Récemment, la Russie a dépassé 900 000 victimes. Ce n'est pas ce à quoi Poutine s'attendait lorsqu'il a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours en 2022. Ce chiffre de 900 000 inclut à la fois les morts et les blessés. Mais selon les estimations des experts, la Russie a probablement subi entre 200 000 et 250 000 morts dans cette guerre seule. La situation devient si grave que même les médias du Kremlin sont obligés d'en parler. Les médias du Kremlin, la télévision du Kremlin qui est contrôlée par Poutine lui-même, parlent du nombre de victimes que la Russie subit, du nombre de cadavres qu'il voit chaque jour. Voici l'un des extraits. Notre gestion du personnel dans de nombreuses unités est un véritable cauchemar. Voici Nastia Belka. Elle a eu un épisode, une vidéo, un appel et une collecte de fonds. Une vidéo très lourde. Et elle raconte simplement une histoire. Entre autres fournitures, ils ont apporté quelques sacs mortuaires. Elle dit que la situation là-bas était vraiment mauvaise. Les gens d'en face s'attendaient à recevoir beaucoup. À leur arrivée, ils ont distribué peu de choses, ce qui a mené à une conversation tendue avec les soldats. Plus tard, l'un d'eux l'a appelé et a dit « Nous sommes désolés, nous sommes juste tellement fatigués de laver les sacs mortuaires, tellement fatigués de les laver. » Ils les ont donc ramassés, emmenés à Rostov, puis ont rapporté les sacs, les ont lavés et ont recommencé le processus. La situation est devenue si mauvaise que la Russie a été contrainte de dépenser des millions pour agrandir ses cimetières, et même cela ne suffit pas. Ici, vous pouvez voir la Russie creuser une fosse commune juste près de la ligne de front pour enterrer tous ces morts. Ici, les gars, c'est une excavatrice au travail. C'est une fosse commune. Il y a un camion là-bas. C'est comme ça qu'ils les ont amenés. Plus loin, vous verrez davantage. Ces camions ont apporté tous les corps des fosses communes. Ils enterrent les gars ici et disent ensuite qu'ils ont disparu. Voyez, ils les traînent à l'intérieur. Un véritable cauchemar se déroule ici. De plus, nous avons des nouvelles de Russie. Des familles de soldats tués dans cette guerre affirment que le pays n'a même pas assez de sacs mortuaires et qu'ils sont réutilisés d'un corps à l'autre. Quelques heures après la réunion et la remise des sacs mortuaires, un soldat a appelé. Son indicatif était, et j'espère laisse toujours, Zaten. Je m'en souviens encore. Il s'est excusé pour notre conversation désagréable. Il a dit « Nastia, nous sommes tellement fatigués de laver les sacs mortuaires. » Il a ensuite expliqué comment ils récupèrent les corps, les mettent dans des sacs, les transportent à la morgue, les déchargent, nettoient les sacs et passent au groupe suivant. Après avoir entendu cette explication, bien que je pense même avant cela, il était clair qu'il ne pouvait y avoir aucune plainte sur la façon dont les gens se parlaient, sur la tension, la difficulté de la situation. C'est à propos des sacs, mais en général, qu'est-ce que c'est? Que signifie maintenant le 11e sac? Cela signifie que sur ces lignes de front, où les corps et les restes peuvent encore être évacués. Des corps qui sont là depuis 1 an, 2, peut-être 2 ans et demi, presque 3 ans. L'origine de l'acide désoxyribonucléique dans ces sacs est inconnue. Le nôtre, celui de l'ennemi, plus personne ne comprend. Cet acide désoxyribonucléique atteindra finalement Rostov.
il entrera dans la base de données. Et les familles, les proches, pourront enfin savoir comment la vie de leurs êtres chers s'est terminée. Ils pourront peut-être enfin les enterrer. Ils pourraient recevoir une compensation et les garçons ne seront plus répertoriés comme disparus. La Corée du Nord a envoyé des soldats pour soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les soldats nord-coréens blessés et capturés par l'Ukraine alors qu'ils combattaient en Russie sont morts. Selon les renseignements ukrainiens, les commandants juniors dissimulent les pertes réelles parmi les soldats nord-coréens. Les forces nord-coréennes subissent des pertes massives sur les lignes de front de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant que la Russie a commencé à déployer des soldats nord-coréens, les rapports sur leurs morts deviennent alarmants de fréquence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment affirmé que plus de 3000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés en combattant aux côtés des forces russes dans l'oblast de Koursk. Pour mettre cela en perspective, ces pertes ont eu lieu en moins de 2 mois. C'est un nombre stupéfiant, surtout compte tenu du fait que la Russie n'a reçu au total que 11 à 12 000 soldats nord-coréens. À ce rythme, il est presque inévitable que les 7 000 soldats restants subissent des sorties similaires. Le fait était qu'il y a quelques mois, Poutine a fixé un délai ambitieux pour que ses troupes repoussent les forces ukrainiennes hors de Koursk avant le 1er octobre 2024. Mais plutôt que d'avancer, l'inverse s'est produit. L'Ukraine a conquis davantage de territoire dans la région. Frustré et embarrassé par l'échec, Poutine a repoussé la date limite au 1er février et s'est tourné vers Kim Jong-un pour des renforts, espérant que des milliers de soldats nord-coréens feraient pencher la balance en sa faveur. Néanmoins, même ce plan était condamné d'avance. Car les soldats nord-coréens sont arrivés avec peu ou pas de connaissance de la guerre moderne ou du monde extérieur, rendant la coordination avec les forces russes presque impossible. Pour aggraver les choses, la barrière de la langue n'a fait qu'approfondir le chaos. Dans une tentative de les préparer au combat, la Russie a essayé de les former, mais il est évident que la formation reçue n'a pas été efficace. Si c'était le cas, l'Ukraine ferait face à plus de résistance sur les lignes de front. Mais en même temps, si nous sommes honnêtes, cet échec n'est pas entièrement imputable aux Nord-Coréens, car leurs formateurs, c'est-à-dire l'armée russe elle-même, ont eu du mal avec leurs propres problèmes. Des armes obsolètes, des stratégies défectueuses, une logistique terrible et un leadership désorganisé ont affligé les efforts militaires de la Russie depuis le tout début de la guerre. Donc, simplement ajouter des soldats étrangers non formés à un système déjà défaillant n'allait jamais fonctionner. Ce n'est pas la première fois que Poutine essaie de forcer une mauvaise idée à l'action. Et une fois de plus, les résultats sont catastrophiques. Le mois dernier, dans une interview en direct, Poutine a été à nouveau interrogé sur un calendrier précis pour la reprise de Koursk. Quant à la question concernant une date précise, je suis désolé, je ne peux tout simplement pas le dire pour le moment. J'ai une idée de quand cela pourrait se produire. Il y a des plans qui me sont rapportés régulièrement. Mais juste pour dire, par la date, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et les gars m'entendent. Je vais fixer une date, un jour ou deux, et ils feront tout leur possible pour respecter cette date. Ils ne tiendront pas compte des pertes, et nous ne pouvons pas faire ça. Un jour ou deux, dans ce cas, n'a plus beaucoup d'importance, mais LAFU sera certainement chassé de la région de Koursk. Après cela, nous pourrons évaluer les dégâts. Cette question l'a clairement pris au dépourvu, car au lieu de fournir une réponse directe, Poutine a essayé de détourner et a prétendu que le partage de ces informations pourrait compromettre la sécurité opérationnelle. Je suppose que même Poutine n'a aucune idée de quand ou si la Russie sera capable de reprendre Koursk par la force. Sa stratégie de prédilection consistant à envoyer des vagues de soldats sur les lignes de front pour submerger l'Ukraine n'a pas fonctionné pendant toute la guerre. Certes, cela a aidé la Russie à gagner de petits territoires, mais à quel prix? Et maintenant même des soldats nord-coréens meurent selon le même schéma. Vous êtes peut-être sceptique et pensez que Zelensky exagère le nombre de victimes, mais il y a des preuves pour étayer ces affirmations. Directement de la part des Russes eux-mêmes. Vous voyez, il y a juste quelques jours, le 27 décembre, le renseignement ukrainien a publié un appel téléphonique intercepté entre une infirmière russe dans un hôpital de Moscou et son mari, un soldat qui se bat à Kharkiv. Pendant l'appel, l'infirmière dit, et je cite, « Hier, il y avait un train avec environ 100 personnes. Aujourd'hui, 120 de plus, déjà 200. Et combien sont encore là? Seul Dieu le sait. Cette déclaration révèle 2 détails essentiels. Premièrement, les soldats blessés arrivent en grand nombre, même dans un seul hôpital. Deuxièmement, ces chiffres ne tiennent pas compte des morts qui sont souvent laissés pourrir sur le champ de bataille,
car la Russie est tristement célèbre pour négliger de récupérer les corps de ses troupes tombées. En prenant compte de ces facteurs, l'affirmation de Zelensky de plus de 3000 victimes ne paraît pas exagérée. En réalité, les chiffres pourraient être supérieurs. Chaque soldat blessé transporté dans des hôpitaux, comme celui de Moscou, représente non seulement un échec de coordination, mais aussi un coût logistique et moral énorme. Ce sont des soldats qui étaient déjà mal préparés pour la guerre, avec une formation minimale, peu de compréhension du combat moderne et aucune capacité réelle à s'intégrer aux forces russes. Du point de vue de Poutine, les troupes nord-coréennes étaient censées renforcer les efforts russes à Koursk, mais les résultats ont été tout sauf efficaces. Une mauvaise communication, une formation inadéquate et des tactiques dépassées ont fait de ces soldats plus un passif qu'un atout. L'artillerie ukrainienne anéantit des unités entières de l'armée russe malgré l'utilisation de drones sans gain significatif sur le terrain. Les forces ukrainiennes tiennent leur position. Il y a encore beaucoup à déballer de l'appel intercepté, mais 2 détails se démarquent le plus, et même les Ukrainiens les ont trouvés choquants, mais avant de plonger dans ces points, laissez-moi prendre une seconde pour demander votre soutien. Parler de la Russie sous n'importe quelle capacité signifie généralement que cette vidéo sera confrontée à des défis dans l'algorithme. On peut s'attendre à une vague de bots russes propageant de la désinformation et des dislikes pour tenter de masquer la vérité dans les commentaires. Donc, si vous trouvez cette vidéo instructive, donner un like est un moyen simple d'aider cette vidéo à atteindre plus de personnes. Cela dit, passons à la première révélation choquante de l'appel. Vous voyez, l'infirmière russe a admis qu'elle avait entendu des rumeurs sur les Nord-Coréens qui se battaient pour la Russie, mais elle, comme beaucoup d'autres, n'y croyait pas. Elle supposait que c'était juste de la propagande occidentale parce que, comme elle le disait, personne n'avait réellement vu ces soldats. C'est jusqu'à ce que des dizaines, puis des centaines de Nord-Coréens blessés commencent à s'accumuler dans son hôpital. Ces mots sont très révélateurs car les Nord-Coréens auraient été en Russie depuis octobre. Pourtant, même à ce moment-là, la majorité de la population russe n'avait aucune idée de leur présence. C'est le résultat direct de l'emprise stricte du Kremlin sur l'information et le contrôle des médias. Le fait que des personnes comme cette infirmière, directement impliquées dans le traitement des victimes de la guerre, aient été laissées dans l'ignorance, montre à quel point ce niveau de contrôle des médias peut être efficace et dangereux. Ce n'est que lorsque les preuves sont devenues inévitables, avec l'arrivée physique en masse de soldats nord-coréens dans les hôpitaux, que la vérité est devenue indéniable pour elles et pour les autres. En plus du strict contrôle des médias par la Russie, les Russes ont fait de leur mieux et ont pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que les soldats nord-coréens pouvaient opérer en toute discrétion, sans éveiller de soupçons. Par exemple, les Nord-Coréens se sont vus attribuer des uniformes militaires russes, de faux documents d'identification et des instructions claires pour garder leur identité cachée. On leur a ordonné de ne pas s'engager ou de se révéler au public, et les faux identifiants étaient censés les faire se fondre sans problème, protégeant leurs identités à la fois des forces ukrainiennes et de leurs propres citoyens à la maison. Mais nous savons déjà à quel point les Russes sont incompétents. Alors même ce plan n'a pas tenu longtemps, et il s'est rapidement effondré. La vérité a éclaté lorsque l'armée ukrainienne a fouillé les corps des soldats nord-coréens morts sur les lignes de front et a trouvé des documents falsifiés. Les images des identifiants ont rapidement été partagées sur le canal Telegram des forces spéciales ukrainiennes, et elles ont révélé à quel point le plan était mal conçu, car malgré tous les efforts pour cacher les Nord-Coréens en falsifiant des documents, les signatures des soldats étaent en coréen. Les identifiants ont été trouvés sur 3 soldats nord-coréens morts, qui ont été identifiés par leur véritable nom, Bang Gukjin, Lee Dae-hyuk et Cho Chul-ho. Mais selon les documents russes, leurs noms ont été hilarants rebrandés en Kim Khan, Solat, Albertovitch, Dongenk John Surupovitch et Belzek Aganak Kap Ulovitch. À part la signature, le reste du document était en russe et prétendait que les soldats venaient de la République de Tuva, qui se trouve être le lieu de naissance de l'ancien ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Cependant, il manquait de tampons officiels ou de portraits, donc à la fin, les signatures coréennes ont rendu douloureusement évident qui étaient vraiment ces soldats. Peut-être est-ce pour cette raison que les Russes ont pris l'habitude de recueillir les corps des soldats nord-coréens morts. Mais qu'en font-ils? Eh bien, personne ne le sait vraiment. Il est clair que ces dépouilles ne sont pas rapatriées en Corée du Nord. La seule conclusion logique est que les corps sont soit jetés dans des fosses communes quelque part, soit brûlés pour effacer toute preuve de leur implication. Par exemple, considérons un incident récent capturé par une unité de drones ukrainiennes lors d'une mission de reconnaissance. Le drone a repéré au moins 22 soldats nord-coréens morts
allongés dans un champ enneigé, leurs corps soigneusement disposés en ligne. Il était clair qu'ils attendirent d'être récupérés par les forces russes, mais lorsque le taux de perte a augmenté, l'effort de récupération et d'élimination des corps est devenu trop important. Alors les Russes ont opté pour quelque chose de bien plus sinistre. Ils ont commencé à brûler les visages des soldats nord-coréens morts. Le 17 décembre, le président ukrainien Vladimir Zelensky a partagé une vidéo sur la plateforme de médias sociaux X qui montrait à quel point cette pratique est horrifiante. Dans la vidéo, on voit 2 soldats russes allumer un petit feu directement sur le visage du cadavre, laissant le reste du corps intact. Pensez à quel point c'est inhumain et brutal. Après tout, ces soldats nord-coréens n'ont aucune raison de se battre et de mourir pour Poutine. Ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux dans une guerre qui ne les concerne pas. Pourtant, ils sont utilisés comme chair à canon, puis jetés de façon très dégradante. Ceci rappelle brutalement jusqu'où le Kremlin est prêt à aller pour cacher la vérité. On pourrait penser que les soldats nord-coréens, étant si jetables au front, seraient aussi maltraités dans les camps et hôpitaux russes. Mais c'est en réalité tout le contraire. Et cela nous ramène au deuxième point révélé dans l'appel intercepté. L'infirmière était extrêmement frustrée lorsqu'elle a révélé comment ces soldats sont traités, comparativement à leurs homologues russes. Selon elle, l'hôpital où elle travaille avait reçu l'ordre de vider des salles et des étages entiers, spécifiquement pour les soldats nord-coréens. Ces étages étaient réservés exclusivement à leurs soins, interdits d'accès à toute autre personne. Pendant ce temps, les soldats russes blessés étaient entassés dans des sections surpeuplées et sous-staffées de l'hôpital. Mais ça ne s'arrête pas là. L'infirmière a également révélé à quel point il est difficile de traiter les Nord-Coréens car aucun d'entre eux ne parle russe et il n'y a personne pour les traduire. Son mari demande comment ils savent, même quand les Coréens ont besoin de quelque chose d'aussi basique que des médicaments contre la douleur. Et elle répond, et je cite, « Il n'y a aucun putain de moyen de savoir. S'ils commencent à hurler, cela signifie qu'ils en ont besoin. » À un moment donné, elle se plaint également de leur ressemblance, disant qu'ils ont tous le même visage. Comment sommes-nous censés les différencier? Nous devrons écrire sur leur front au marqueur. Pour aggraver les choses, elle ajoute que tous les Nord-Coréens sont habillés de la même manière avec des vêtements fournis par l'hôpital, ce qui rend encore plus difficile de distinguer l'un de l'autre. Si cela ne suffisait pas, il convient de mentionner que l'infirmière et tout le personnel a reçu l'instruction spécifique de ne pas parler ni écrire quoi que ce soit en anglais autour des Nord-Coréens. Cette directive étrange émane probablement du régime de Kim Jong-un. Alors qu'il est de notoriété publique que la plupart des soldats nord-coréens ne comprennent ni l'anglais ni le russe, cette directive bizarre n'est que la paranoïa de Kim et sa façon de garantir qu'aucune influence occidentale, même en langue, n'atteint ses troupes. L'infirmière et son mari discutent du traitement reçu par les Nord-Coréens alors que la conversation progresse. L'infirmière se demande s'ils sont de l'élite vu les soins qu'ils reçoivent. Comparé aux soldats russes, les Nord-Coréens sont traités avec beaucoup plus de respect et disposent de ressources nettement meilleures. Et oui, les soldats nord-coréens pourraient être spéciaux car dernièrement, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles la Corée du Nord aurait envoyé des soldats d'élite, hautement formés, loyaux et endoctrinés, en Russie. Bien que beaucoup de cela reste non confirmé, certains experts pensent qu'il pourrait y avoir du vrai. Cela pourrait expliquer pourquoi la Russie semble se donner beaucoup de mal pour fournir de meilleurs soins et ressources à ses troupes par rapport à ses propres soldats. Certains analystes ont même mis en garde contre la sous-estimation des soldats nord-coréens. Le lieutenant-général à la retraite Chun In-boom, vétéran de l'armée sud-coréenne, a également suggéré que Kim Jong-un pourrait avoir déjà envoyé quelques milliers de soldats du Storm Corps, alias les forces spéciales de la Corée du Nord. Selon le service de renseignement national de la Corée du Sud, le Storm Corps compte entre 40 000 et 80 000 troupes. Ces unités sont souvent décrites comme les soldats les plus élites de la Corée du Nord, certains les comparant même aux Navy SEALs ou aux Army Rangers américains. Mais soyons réalistes, cette comparaison est exagérée. Bien qu'il soit vrai que les soldats du Storm Corps sont bien mieux formés que l'infanterie régulière de la Corée du Nord, leurs capacités sont loin de celles des forces spéciales modernes comme les SEALs ou les Rangers. Maintenant, même si la Corée du Nord a envoyé certaines de ses troupes d'élite en Russie, il est très peu probable que tous les 11 000 soldats proviennent du Storm Corps. En fait, la plupart sont sûrement de l'infanterie légère et des snipers.
avec seulement un plus petit contingent d'opérants du Storm Corps inclus. Cela permettrait à la Corée du Nord de remplir son engagement envers la Russie, tout en préservant la majeure partie de ses forces d'élite pour sa propre défense. Mais cela soulève une question cruciale. Les soldats d'élite sont-ils vraiment efficaces au combat? Et que peuvent-ils vraiment faire? Honnêtement, personne ne le sait vraiment. Même les analystes militaires ignorent l'étendue de leur formation et de leurs capacités. Cela dit, nous avons quelques aperçus grâce à la machine de propagande d'État de la Corée du Nord. Plus tôt cette année, Kim Jong-un a personnellement supervisé une séance d'entraînement qui a été diffusée sur les médias d'État. Les images étaient indéniablement dramatiques. Les soldats brisaient des blocs de cendres sur leur torse nu, fracassaient des bouteilles avec leur tête et réalisaient d'autres exploits destinés à démontrer leur force physique et leur résilience. Mais soyons réalistes. Quelle utilité a ce genre de force physique dans une zone de guerre moderne dominée par l'artillerie, les drones et les frappes de précision? Certes, le corps de tempête peut être plus dur et mieux formé que l'infanterie régulière de la Corée du Nord, mais la guerre d'aujourd'hui n'est pas une question de puissance physique brute. Il s'agit d'adaptabilité, de coordination et de la capacité à opérer dans un environnement de champ de bataille complexe. C'est pourquoi les nations alliées mènent des exercices militaires et forment leurs soldats dans un large éventail de situations. Donc, casser des briques peut sembler impressionnant, mais cela n'arrêtera pas un drone kamikaze volant droit sur vous ou ne protégera pas contre un obus d'artillerie guidé atterrissant à quelques mètres de votre position. Ce qui aggrave beaucoup les choses, c'est que même si ces soldats sont bien formés selon les normes nord-coréennes, ils semblent utiliser des tactiques anciennes. Les rapports des soldats ukrainiens en première ligne suggèrent que presque toutes les troupes nord-coréennes utilisent des stratégies rappelant la guerre de Corée, qui a eu lieu il y a plus de 70 ans. C'est là que la Russie était censée intervenir. Ils auraient depuis formé les Nord-Coréens à s'adapter aux défis du champ de bataille moderne, comme comment éviter les frappes de drones, comment coordonner avec les unités blindées, et comment opérer en groupes plus petits et plus efficaces. Mais comment auraient-ils pu? Après tout, les Russes eux-mêmes sont coincés dans le passé. Ces 2 dernières années, les Russes n'ont fait qu'utiliser les mêmes attaques de vagues humaines encore et encore. En fait, il s'avère que les soldats russes sont ordonnés de continuer jusqu'à ce qu'ils soient tués par leur commandant. Il est clair qu'ils voient chaque soldat, qu'il soit russe ou nord-coréen, comme rien de plus que de la chair à canon jetable. Et comme je l'ai dit, cette approche barbare n'est pas nouvelle. C'est l'approche de prédilection de la Russie depuis des siècles, des guerres napoléoniennes à la Seconde Guerre mondiale, et il semble que Poutine s'en tienne au même scénario. Le seul problème est que, au fil des siècles, la guerre a évolué. Les armées modernes privilégient la stratégie, la précision et, par-dessus tout, les vies humaines. L'Ukraine a adopté cette mentalité dès le début de la guerre, par exemple. Leur armée planifie soigneusement les opérations pour minimiser les pertes en utilisant des technologies et des tactiques avancées pour déjouer les forces russes. En conséquence, les taux de perte de l'Ukraine sont bien inférieurs à ceux de la Russie, malgré l'ampleur massive de cette guerre. Donc d'un côté, nous avons l'Ukraine qui considère ses soldats comme sa ressource la plus importante. Alors que de l'autre, il y a la Russie et maintenant la Corée du Nord qui considèrent les leurs comme jetables. Mais voyez-vous, les choses étaient très différentes pendant les premiers mois de la guerre en 2022. À cette époque, la Russie déployait des groupes tactiques de bataillons, ou groupes tactiques de bataillons des unités spécialement conçues pour des opérations combinées d'armes. Ces groupes étaient bien équipés d'armes modernes et efficaces, dont des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des outils de communication. Leur structure permettait une coordination entre l'infanterie, l'armure et l'artillerie, leur donnant les moyens de mener des opérations complexes et efficaces. C'est pourquoi, dans les premiers jours et semaines de la guerre, les forces russes ont réussi à s'enfoncer profondément en Ukraine, atteignant même la périphérie de Kiev. À ce moment-là, l'armée russe semblait presque invincible. Mais tout a changé lorsque l'Ukraine a eu accès à l'armement occidental. Avec des systèmes avancés comme les Javelins, les High Mobility Artillery Rocket System et les Stingers, l'Ukraine a commencé à démanteler les avantages de la Russie un coup à la fois. Les groupes tactiques de bataillons russes, conçus pour une guerre coordonnée de haute technologie, ont commencé à subir des pertes massives. Les chars, les véhicules blindés et l'artillerie ont été systématiquement détruits, laissant les groupes tactiques de bataillons handicapés. Se rendant compte que ces unités sophistiquées devenaient insoutenables en raison du volume énorme de pertes, les commandants russes ont abandonné entièrement le modèle groupe tactique de bataillon
Au lieu de s'adapter et d'innover pour la guerre moderne, les commandants russes sont revenus à des tactiques qui fonctionnaient le mieux dans les guerres précédentes. Cela signifiait diviser leurs forces en troupes jetables, unités d'assaut et équipes spécialisées. En première ligne se trouvaient des conscrits, des prisonniers, des civils mal formés et maintenant des soldats nord-coréens. Ces troupes recevaient un équipement minimal et étaient envoyées en première ligne sans véritable espoir de survie. Leur objectif principal était d'épuiser les défenses ukrainiennes, d'exposer les positions de tir et de créer des ouvertures que les unités plus expérimentées pourraient exploiter. Derrière ces troupes jetables arrivaient des unités d'assaut mieux équipées, chargées de tenter de capitaliser sur toute percée. Cependant, cette approche demeure extrêmement inefficace. En fait, elle a créé un cycle autodestructeur de rendement décroissant. Car plus la Russie compte sur des troupes mal formées et sous-équipées pour affaiblir les défenses ukrainiennes, moins leurs opérations globales deviennent efficaces. L'échec constant à gagner du terrain a laissé leurs forces épuisées, désorganisées et de plus en plus vulnérables aux contre-attaques. Pendant ce temps, l'Ukraine a choisi une voie radicalement différente. Avec l'accès à des armes occidentales avancées et à des renseignements en temps réel, les forces ukrainiennes ont affiné leurs tactiques et renforcé leur défense. Ils ont adopté des frappes précises, des manœuvres en petits groupes et une grande adaptabilité. Chaque ressource, personnel ou équipement, est utilisée à son plein potentiel. Cette différence de stratégie a permis à l'Ukraine de maintenir une posture défensive forte tout en lançant des contre-offensives qui maintiennent les forces russes sur la défensive. En conséquence, la décision de la Russie d'abandonner le groupe tactique de bataillon pourrait être considérée comme l'une de ses plus grandes erreurs dans cette guerre. Ce changement a non seulement épuisé la main-d'œuvre et l'inventaire de la Russie, mais a également porté un coup sévère à son moral. Les soldats font face à des conditions horribles, manquent d'équipements adéquats et sont souvent jetés dans la bataille avec peu de préparation. Des rapports de coercition, de désertion et même de commandants tirant sur les troupes en retraite soulignent à quel point cette stratégie est désespérée et brisée. Mais je suppose qu'il y a encore deux domaines où les forces russes ont réussi à montrer un certain niveau de compétence. Le premier est l'ingénierie. La Russie a construit des structures défensives complexes, des tranchées, d'immenses champs de mines, des obstacles anti-chars et des fortifications superposées. Ces défenses ont effectivement ralenti les avancées ukrainiennes et, dans certains secteurs, rendu le champ de bataille presque impénétrable. Cependant, ces tactiques présentent une faiblesse flagrante et reflètent également une approche dépassée de la guerre. Le plus gros problème avec des défenses statiques comme celle-ci, c'est qu'elles privilégient la tenue du terrain au détriment de la mobilité. Cela fonctionnait dans le passé, lorsque les guerres se déroulaient sur des lignes de front fixes, mais la guerre moderne est rapide et dynamique, reposant fortement sur l'adaptabilité et le mouvement fluide. Les défenses statiques laissent les forces vulnérables à l'encerclement, aux frappes de précision et aux feux d'artillerie concentrés. En s'engageant si fortement dans des postures défensives, la Russie s'est enfermée, incapable de pivoter rapidement ou de lancer des contre-attaques efficaces. L'Ukraine a rapidement reconnu ses limites et a décidé de prendre une page du playbook de la Russie, mais avec une touche moderne. Vous voyez, lorsque l'Ukraine a avancé dans la région de Koursk, ils ont apporté des machines de creusement de tranchées de haute capacité, des milliers de mines et des dents de dragon pour fortifier rapidement leur position au fur et à mesure qu'ils avançaient. En faisant cela, ils ont reflété les tactiques de défense statique de la Russie, mais les ont mises en œuvre avec une plus grande efficacité et adaptabilité. Cette approche modernisée a rendu presque impossible pour la Russie de reprendre le contrôle de la région de Koursk. Les Russes font maintenant face à leurs propres tactiques, mais dans une version amplifiée. Par exemple, des drones équipés de caméras thermiques et à haute résolution surveillent le territoire occupé 24 heures sur 7. Ces drones peuvent repérer tout mouvement russe bien avant qu'il ne devienne une menace significative, permettant aux forces ukrainiennes de réagir rapidement. Qu'il s'agisse d'une petite équipe de reconnaissance ou d'une force d'assaut plus importante, les Ukrainiens neutralisent le danger avant qu'il ne s'aggrave. Il y a ensuite l'utilisation de champs de mines stratégiques. Les forces ukrainiennes posent d'énormes champs de mines dans des zones clés, mais laissent intentionnellement quelques routes ouvertes. Cela crée un faux sentiment de sécurité pour les troupes russes ou nord-coréennes en progression, les canalisent dans des chemins prévisibles. Une fois qu'ils sont sur ces routes, leur sort est presque scellé. L'artillerie ukrainienne, les drones volent en immersion ou les missiles Javelin ciblent ces forces avec une précision dévastatrice, garantissant que la plupart, sinon la totalité, sont éliminés avant même qu'ils ne puissent tenter une attaque.
L'autre domaine où la Russie conserve un avantage significatif, c'est ses capacités d'artillerie. Même aujourd'hui, la Russie reste capable de tirer entre 20 000 à 40 000 obus et roquettes par jour, ce qui en fait l'une des forces les plus dépendantes de l'artillerie au monde. Cette puissance de feu n'est pas surprenante, étant donné que la Russie possède l'un des plus grands et des plus diversifiés arsenaux d'artillerie au monde. Cependant, comme une grande partie de sa doctrine militaire, cette dépendance à l'artillerie est également dépassée. En 1944, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline a déclaré de manière célèbre « L'artillerie est le dieu de la guerre ». C'était une déclaration audacieuse mais pertinente pour son époque. L'artillerie était l'épine dorsale du succès militaire soviétique, submergeant les ennemis par la puissance de feu pur. Et honnêtement, ça a fonctionné. D'énormes barrages déchirèrent les défenses, ouvraient la voie aux troupes et changèrent le cours des batailles. Aujourd'hui, la Russie s'accroche toujours à cette philosophie comme à une bouée de sauvetage. Actuellement, les canons d'artillerie s'usent à un rythme rapide en raison de leur utilisation constante et les munitions sont consommées à un rythme qui dépasse de loin la production. C'est pourquoi la Corée du Nord est intervenue, fournissant à la Russie des millions d'obus et de canons de rechange. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Même avec l'aide de la Corée du Nord, la Russie peine à maintenir sa suprématie en matière d'artillerie, surtout que l'Ukraine a fait de sa contre-mesure une priorité absolue. Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont systématiquement ciblé et détruit des centaines de systèmes d'artillerie russes, en utilisant des armes avancées comme les High Mobility Artillery Rocket System, les missiles Storm Shadow et les drones. Ces frappes de précision ont non seulement éliminé l'artillerie, mais aussi perturbé les lignes d'approvisionnement, les dépôts de munitions et les centres de commandement qui assurent leur fonctionnement. En l'état, la Russie compte fortement sur les vagues d'assaut humaines, espérant utiliser la force du nombre pour gagner un certain territoire à utiliser comme levier dans les futures négociations de paix. Mais vu le déroulement des événements, il est difficile d'imaginer que cette stratégie mène à un succès significatif. Non seulement ils ont du mal à faire des avancées majeures en Ukraine, mais ils sont également incapables de chasser les forces ukrainiennes de la région de Koursk. Pour revenir aux soldats nord-coréens, tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, la mauvaise coordination, les tactiques dépassées, le manque d'innovation, devrait vous donner une perspective assez claire sur pourquoi les Russes échouent si lamentablement à les former. En conséquence, les Nord-Coréens meurent par dizaines et bientôt ces chiffres pourraient augmenter de façon exponentielle.